Bon, chers camarades, bonsoir à ceux qui sont en présentiel, bonsoir à ceux qui sont en région et qui sont en Zoom. C'est la deuxième séance de formation qu'on fait depuis le dernier congrès pour la gauche républicaine et socialiste. Et on va ouvrir ce soir la première session sur l'histoire du socialisme français. On va donc avoir plusieurs temps, on va le faire en 3 parties. D'habitude je le faisais en 2 parties, mais je me suis rendu compte qu'on débordait toujours dans le temps et que ça laissait derrière peu de temps pour discuter, et en général on finissait toujours par discuter uniquement de la période la plus récente. Ce qui est dommage en termes de transmission historique et de savoir d'où l'on vient pour aller, pour se dire peut-être où on veut aller ensemble. Voilà. Donc il y aura 2 autres formations sur le socialisme français. Et donc ce soir, on va avoir une première présentation pendant une petite heure, et puis on pourra échanger ensuite entre nous. Voilà, donc le socialisme français, 200 ans de combat et de débat, 100 ans d'action partisane. Alors, je vais vous donner le plan des 3 séances. Ce soir, on va faire plutôt la partie une multitude d'inspiration et d'organisation politique. La deuxième séance sera intitulée « Le choix de la démocratie jusqu'au bout ». Et la 3e séance, les socialistes et l'exercice du pouvoir. Voilà. Alors, un petit avant-propos. Je vais d'abord expliquer l'astérix. Quand on va parler de parti socialiste, vous avez forcément en tête ce qui s'appelle aujourd'hui le Parti socialiste, qui est encore un des partis qui participe à l'histoire de la gauche française et qui a été un des partis forts de la gauche française. Et quand on va utiliser Parti socialiste comme vocable dans cette formation, ça ne recouvrira pas toujours la dénomination PS qu'on connaît aujourd'hui, et ça peut même parler de plusieurs organisations différentes en même temps. Donc le socialisme français n'a jamais été homogène idéologiquement. On a toujours, enfin, le socialisme français a toujours rassemblé des sensibilités idéologiques très différentes, de la gauche révolutionnaire au radicalisme modéré. Le pendant, c'est que quand vous rassemblez des gens très différents, il y a régulièrement des périodes de scission, de fracture, parce que les contradictions internes qui existent dans une période donnée n'arrivent plus à être dépassées. Ces contradictions, elles ont souvent été résolues par des personnalités qui, par leur force politique ou leur capacité intellectuelle, arrivaient à produire une synthèse qui réussissait à rassembler des gens différents. Et puis, donc, le Parti socialiste, donc là avec guillemets, je reprends l'astérisque que je vous expliquais tout à l'heure, le socialisme français, le Parti socialiste, n'a jamais été un vrai parti ouvrier. C'est pas le SPD, c'est pas le Parti travailliste. Il y a, pour tout un tas de raisons, on verra ça notamment dans cette séance, il y a une histoire française qui est spécifique, qu'elle soit politique, économique ou sociologique, qui fait que il n'y a pas eu de vrai parti ouvrier avant le, entre guillemets, grand parti communiste qu'on a connu pendant quelques décennies en France. Et le socialisme français a très rapidement été déconnecté des organisations syndicales. On y reviendra aussi dans cette séance. Toujours le contrepoint, ou plutôt le pendant de cette situation. Je rappelle aux camarades qui sont en visio de couper leur micro, s'il vous plaît. C'est que dans le Parti socialiste, toujours
entre guillemets, les débats intellectuels et purement idéologiques, je n'irai pas jusqu'à dire de débattre sur le sexe des anges, ont toujours été surinvestis. Pourquoi, correspondant à la nature de son recrutement réel, on en parlera plutôt dans les autres séances ou sessions, c'est qu'on a des partis, ou on a un parti qui souvent, ou très souvent, a rassemblé sociologiquement un public qui est celui des partis politiques aujourd'hui, c'est-à-dire, sans vouloir vous choquer camarades, petits bourgeois, d'intello ou de gens qui ont un peu de formation et qui ne sont pas à l'usine en train de serrer des boulons. Et surtout, dans le socialisme français, très tôt, on aura une place importante des élus locaux, mais ça, ce sera plutôt pour les 2 futures sessions. Donc on va commencer pour la session de ce soir, une multitude d'inspirations et d'organisations politiques. Et donc je commence toujours, après cette petite page avec des têtes intéressantes, par l'entrée provoque de la formation sur l'histoire du socialisme et du socialisme français, puisque je vous balance dès le début Utopia, Thomas More, la Réforme et Thomas Müntzer. Donc on parle de religion, mais qu'est-ce qu'il raconte le Faravel? Non, alors effectivement, ça naît dans un cadre européen, et avant les Lumières, qu'on a sur la période intellectuelle et politique, d'où en général on pense que tout est venu, la période révolutionnaire, etc. Le chemin des Lumières a quand même été préparé par la Renaissance, et parce que nos voisins suisses appellent la Réformation et qu'en France on appelle la Réforme protestante. Alors, la Renaissance, l'humanisme, Utopia, qui est le livre rédigé, l'Utopie rédigée par Thomas More. Thomas More qui a été un des, entre guillemets, premiers ministres d'Henri VIII, roi d'Angleterre. Thomas More, c'était un catholique très conservateur qui a passé une partie de son mandat à mettre des protestants anglais sur le bûcher. Mais vous connaissez sa description du monde utopique qu'il imagine, et l'utopie c'est lui qui invente le mot, le lieu qui n'existe pas, où il invente une société imaginaire, égalitaire, qui est aussi une société qui est empreinte de son imaginaire chrétien et quasiment monacal, mais qui est une société profondément égalitaire où tout le monde a les mêmes droits et a les mêmes moyens. La Réforme et Martin Luther. Pourquoi Martin Luther? Parce que il est considéré, notamment par Jaurès, comme une des sources plus tard de ce que va être le socialisme allemand. Et on va mettre ça en parallèle ou en contrepoint avec Thomas Müntzer. Thomas Müntzer, c'est aussi un des premiers religieux qui va s'engouffrer dans la brèche de la réforme qui est lancée par Luther, et qui va lancer un mouvement millénariste, révolutionnaire, qui se veut égalitariste, duquel Friedrich Engels, considérant que Luther représente la classe petite bourgeoise au service de la bourgeoisie, je vous le refais, il a écrit un bouquin qui s'appelle « La guerre des paysans en Allemagne », c'est à lire. Aucune véracité historique, mais c'est intéressant de lire ce qu'il raconte. Effectivement, Friedrich Engels voit dans Thomas Müntzer l'ancêtre du communisme tel que lui l'envisage. Et d'ailleurs, sous la RDA, sous le régime de la République démocratique allemande, on fera de Thomas Müntzer une espèce de héros précurseur du communisme allemand. Et puis, donc, après la réforme, l'humanisme, la Renaissance, l'humanisme et la réforme,
arrive la période des Lumières, auquel nous on est plus habitués, français que nous sommes, puisque c'est une petite spécialité nationale, et qui fait irruption face aux sociétés d'Ancien Régime, avec Voltaire qui promeut la liberté individuelle et, par-dessus tout, la liberté de conscience. On revient sur le terrain de, on va dire, la religion, oui, mais surtout, est-ce qu'on a le droit d'avoir sa conscience personnelle, de croire, de ne pas croire, de croire des choses différentes, etc. Vous connaissez sa défense de Calas, protestant français accusé à tort d'avoir assassiné son fils au prétexte que celui-ci aurait voulu se convertir au catholicisme, ou du chevalier de la Barre qui a été décapité et écartelé pour avoir refusé de se découvrir devant une procession. Diderot, clairement, on est effectivement là aussi sur l'anticléricalisme, et ce qui nous intéresse peut-être plus, nous, directement, en tant qu'héritiers du socialisme, c'est ce que Jean-Jacques Rousseau préfigure avec sa préoccupation de l'égalité sociale, et d'une forme de démocratie, de volonté générale, l'égalité complétant la liberté, et voulant mettre à bas les privilèges de caste. La Révolution française. Liberté, égalité, propriété ou fraternité. Parce qu'effectivement, quand vous lisez la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, la propriété est une des choses qu'il faut défendre absolument. C'est pas uniquement parce que c'est pas uniquement parce que ce serait une révolution bourgeoise, comme aurait pu le dire plus tard, ou comme l'ont dit plus tard Karl Marx et Friedrich Engels. Est-ce que vous pouvez couper les micros quand vous arrivez, chers camarades en visio? C'est que, effectivement, l'arbitraire de se faire déposséder par un pouvoir supérieur, qui est un pouvoir monarchique, existait. Donc le rapport à la propriété était effectivement important. Mais donc c'est à la fois une révolte sociale. On n'a pas besoin de rappeler les raisons qui ont fait émerger la Révolution française, et une aspiration à la modernité d'une société qui était totalement figée dans l'Ancien Régime et qui n'arrivait même plus à se gérer elle-même. Donc bien entendu, la propriété étant mise en avant dans les principes de la première Révolution française, va rapidement se poser comme question son rapport à l'égalité, et son rapport, on va dire, dialectique, conflictuel avec l'égalité. Donc la France expérimente une forme de radicalisme social, mais attention, avec la Terreur et Robespierre, Robespierre n'est pas un bolchevique, hein. Robespierre, il n'est pas là pour mettre en place l'école cause, c'est pas ça, hein, voilà. Mais effectivement, il y a une préoccupation sociale et il y a la volonté, de répondre aux difficultés sociales du peuple. Cette radicalité, cette première expérience de radicalité sociale, on y met fin par la réaction thermidorienne de l'été 94. Alors on dit que ça met fin à la terreur. Moi je mets au défi qui que ce soit de nous expliquer que ça a été plus doux ensuite dans les rapports politiques. Les thermidoriens et les directeurs du régime qui suit celui de la Convention, on voyait pas mal de monde aussi à la guillotine, et on trouve plus des grands responsables de la terreur et de massacre de la Révolution française, qui avaient des choses à se reprocher et qui ont fait porter le chapeau à Robespierre et qui se retrouvent ensuite aux premières places du directoire. Hein, donc, voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après la réaction thermidorienne, on a l'installation durable de la bourgeoisie qui remplace l'aristocratie comme catégorie sociale au pouvoir.
La conjuration des égaux, c'est le titre du livre de Buonarroti qui raconte le programme et la tentative d'insurrection jacobine menée par Gracchus Babeuf en 1797, qui grosso modo veut reprendre le chemin de la période robespierriste et qui se fait rapidement écraser. D'ailleurs, on pourra en reparler dans une autre formation qu'on aura sur les différents régimes politiques en France depuis la Révolution. Mais le Directoire n'a été qu'une espèce de bascule violente sur comment je tape une fois sur l'extrême droite monarchiste, comment je tape de l'autre côté sur l'extrême gauche jacobine, en général quand l'un ou l'autre de ces camps menace l'extrême centre qui veut se maintenir au pouvoir et qui s'y maintient par la force. Voilà. Le socialisme utopique, une spécialité française. Donc effectivement, même après la chute de la Révolution française, la mise en place de l'Empire, on va avoir un certain nombre de penseurs qui vont essayer de répondre à ce qui finalement a été l'échec de la Révolution française, c'est-à-dire la question sociale. Donc je vais vous citer un certain nombre de penseurs français qui vont travailler sur le sujet. Donc il y a Étienne Cabet qui finalement se met dans les pas de Thomas More et qui présente une société qui ressemble beaucoup à celle de l'utopie et qui est en fait une espèce d'État communiste autoritaire. Henri de Saint-Simon qui va travailler sur les questions de solidarité sociale, d'État régulateur, et pour nous ce qui nous intéresse va aboutir au travail, va aboutir dans des choses concrètes sur les coopératives ouvrières, mais qui, dans ses disciples, et là je ne parle pas uniquement de l'espèce de secte qui a été créée après l'œuvre de Saint-Simon, mais dans ses disciples va aussi avoir parmi les plus grands innovateurs capitalistes du 19e siècle français. Charles Fourier, on en a beaucoup parlé, c'est les phalanstères, une forme d'organisation sociale coopérative, mais aussi la libération des mœurs. Il était très, je dirais pas libertin, mais il avait une théorie sur le papillonnage, on va dire ça comme ça. Et la dénonciation du commerce. Chez Charles Fourier, il n'y a pas de dénonciation du capital, il y a une dénonciation du commerce. Et dans sa dénonciation du commerce, il fait partie de ces personnes qui sont un peu gênantes dans notre arbre généalogique. C'est que pour lui, le commerce est venu pour les juifs, donc il est antisémite. Voilà. Louis Blanc, c'est les idées de protection sociale et de législation du travail. On parlera de Louis Blanc tout à l'heure. Pierre-Joseph Proudhon, la Fédération des producteurs remplaçant l'État. J'ai même essayé de lire des éditos d'Onfray, j'ai toujours pas compris comment ça se mettait en place, mais en tout cas il y a la volonté d'une coopération ouvrière prenant en charge lui-même et qui finit par remplacer l'État, mais on aboutit finalement par un biais détourné à la même, aux mêmes comment dire, inspirations que Saint-Simon sur les coopératives ouvrières. Et enfin, Flora Tristan. Alors, Flora Tristan, c'est pas uniquement parce qu'il fallait une femme dans l'énumération. On est quand même dans une période politique où les femmes ont pas trop le droit de citer, on va se dire. Mais Flora Tristan apporte vraiment des choses qui nous intéressent sur le sujet. D'abord parce que c'est une des premières à réellement théoriser une forme de féminisme d'un point de vue politique, et puis parce que aussi elle raconte des choses sur la question du droit au travail. Donc, le mouvement ouvrier français, objet d'étude du socialisme scientifique. Évidemment, tous ces socialistes français utopiques ne verront pas la réalisation de leurs idées. Eux-mêmes, il n'y aura pas de la révolution de 1830 ou la révolution de 1848, ne vont pas aboutir non plus, on en reparlera tout à l'heure,
à une transformation profonde de la société, ni par une prise de pouvoir d'idées nouvelles et d'idées sociales nouvelles. Karl Marx et Friedrich Engels donc, tirent les leçons de l'échec relatif des penseurs français. Donc il y a un certain nombre de bouquins qu'ils écrivent tous les deux, essentiellement Karl Marx, Friedrich Engels sera surtout le popularisateur de l'œuvre de son ami Karl, même si Engels va écrire lui-même des choses importantes. Donc, dans les bouquins que vous pouvez aller rechercher, il y a l'idéologie allemande, le manifeste du Parti communiste, évidemment. C'est pareil, un parti communiste, il ne faut pas le lire comme on entend aujourd'hui le Parti communiste ou l'Internationale communiste, dont on parlera dans une autre session. Et évidemment, le Capital, et c'est sur essentiellement ces trois livres qui combattit l'idée d'un socialisme scientifique. Pourquoi socialisme scientifique? Parce qu'ils estiment que leur analyse de la société leur a permis d'en comprendre les fonctionnements profonds, et qu'à partir de là, ils ont une analyse scientifique, ce que n'avaient pas les socialistes utopiques français. La société est divisée en classes. La grande révolution de 1789, la Révolution française, est une révolution qui, bien qu'il l'admire, est une révolution bourgeoise, et que l'accès de la bourgeoisie au pouvoir lui permet une exploitation renforcée, et où ils vont spolier le travailleur, le prolétaire, de la richesse qu'il crée pour se l'accaparer. Donc, si le prolétaire, si le travailleur est spolié de la richesse qu'il crée lui-même, il va se paupériser forcément. Et cette paupérisation aboutira à une révolution. En tout cas, elle aboutira à une révolution à condition qu'elle soit accompagnée par la création de partis prolétariens. De cette révolution prolétarienne, une dictature du prolétariat sera mise en place pour un État socialiste, une collectivisation des moyens de production, et une fois que tout appartient à tout le monde, il n'y aura plus de classe, et on sera dans une société communiste où même l'État aura disparu. C'est là où on revient à l'idée tout à l'heure dont on parlait avec Joseph Proudhon, même si Proudhon et Karl Marx, après avoir débattu ensemble, se sont envoyés des noms d'oiseaux sur la figure. Il y en a un qui a écrit, Proudhon a écrit un livre qui s'appelle Philosophie de la misère, et Karl Marx, très énervé parce qu'il pensait être une imbécilité profonde, lui a répondu par un pamphlet qui s'appelait Misère de la philosophie. Et à l'époque aussi, on savait s'amuser. Voilà. Donc l'échec des révolutionnaires socialistes français. Donc j'en parlais tout à l'heure, les révolutions de 1830 et surtout de 1848, il y a une audience plus large des socialistes, mais la République sociale sera un échec. Pourquoi ce sera un échec? D'abord, parce que il n'y a pas de diffusion profonde en réalité des idées socialistes dans la société à cette époque, évidemment. Et surtout, les républicains de 1848, ceux qui mettent en place la République en 1848, et je parle des gens sincères, sont très méfiants vis-à-vis de ces gens révolutionnaires, soit socialistes sur un mode nouveau, soit ceux qui font référence à l'expérience jacobine ou robespierriste de 1793, parce que, grosso modo, les robespierristes ou les jacobins, c'est pour l'époque les dangereux révolutionnaires avec le couteau entre les dents, c'est les rouges, quoi. Et donc, dans le programme social du début de la Seconde République, en 1848, ce qui va être confié au seul responsable qui se revendique socialiste dans le gouvernement de l'époque, qui est Louis Blanc, ça va être les ateliers nationaux, qui vont être en réalité une catastrophe économique et sociale. On en discutera tout à l'heure si vous avez des questions là-dessus, mais grosso modo, c'est le RSA avec obligation de travail. C'est ça qui va être mis en place à l'époque. Excusez-moi pour l'anachronisme, mais voilà, il y a des comparaisons sur des choses qui se passent à l'époque dans d'autres pays, on pourra en reparler. Et puis, il y a une incompréhension totale sur ce qu'est la question sociale, en réalité.
C'est pour ça que je dis que Lamartine, ce grand et fabuleux poète, croit on va régler la question sociale par la seule instauration du suffrage universel. Si les prolétaires ont le droit de vote, bah voilà, ça va se régler. Ils vont pouvoir dire ce qu'ils veulent et puis ils vont être pris en compte et puis il n'y aura plus de révolte sociale ou de mouvement social. On a le droit de vote, il y a un mouvement social en ce moment. Quoi. Voilà. Et puis vous connaissez sa fameuse phrase sur le choix du drapeau tricolore ou du drapeau rouge, puisque la question s'est posée. Le drapeau rouge a fait le tour du champ de Mars, le drapeau du tricolore a fait le tour du monde. Voilà pourquoi nous avons gardé le drapeau tricolore. On aurait dû faire un peu plus que le champ de Mars. Bon, très rapidement, les débuts un peu merdouilleux de la Seconde République amènent une contre-offensive du Parti de l'Ordre. Et Louis-Napoléon Bonaparte, qui a été élu président de la République en 1849, dans une fabuleuse prise de judo, fait un coup d'État pour expliquer qu'il défend les classes populaires et le suffrage universel, et met en place l'Empire, c'est fabuleux, mais contre des gens qui voulaient vraiment mettre en cause le suffrage universel, puisqu'il y avait encore plus à droite que lui qui était au pouvoir à ce moment-là. Mais ça, on pourra en discuter. Donc, il y aura deux tendances qui vont émerger des ruines. Les démocrates socialistes favorables à la réforme avec Louis Blanc. On en parlera tout à l'heure, je ferai une incise au moment de la Commune. Et on va dire les socialistes révolutionnaires avec Auguste Blanqui et Armand Barbès, qui sont les héritiers du robespierrisme, du jacobinisme, dans une version autoritaire, et qui sont dans l'optique, on en parlera dans une prochaine session, de l'avant-garde violente qui va réussir à emmener les foules derrière lui pour provoquer la révolution. Il se passe quand même des choses malgré le Second Empire, et notamment on va avoir la création de l'Association internationale des travailleurs, la première internationale, que nos amis anarchistes préfèrent appeler l'AIT, et qui est créée en 1864. Rapidement, on a un conflit, je vous en parlais tout à l'heure, ça ne s'est pas passé uniquement que par bouquin ou pamphlet interposé entre Karl Marx, Friedrich Engels d'un côté, avec Proudhon, mais surtout avec Mikhaïl Bakounine. Rapidement, d'ailleurs, les anarchistes vont se faire expulser de la Première Internationale, et puis la Première Internationale va très rapidement mourir de ses querelles intestines. En France, je vous ai présenté le tableau tout à l'heure, on a une tradition révolutionnaire autochtone, qui a donné le là de toute l'Europe pendant des années. Le marxisme est peu diffusé. Pourquoi? Parce que la révolution industrielle est bien moins diffusée qu'en Grande-Bretagne, par exemple, et qu'on a un modèle plutôt d'ouvrier artisan. Les ouvriers révolutionnaires de la Commune, ceux qui seront en tête des combats, c'est notamment les typographes, c'est quasiment des petits patrons en fait, hein, c'est pas l'ouvrier qui est à la chaîne. Et la tradition révolutionnaire française, elle est, comme je vous le disais, plutôt marquée par un jacobinisme nationaliste, avec Auguste Blanqui, mais en France, le nationalisme version Révolution française, qui va durer de la fin du XVIIIe et quasiment jusqu'à la fin du XIXe, le nationalisme français, c'est un nationalisme de gauche, dira-t-on. C'est un nationalisme qui donne ses lettres de noblesse au peuple en tant que collectif, lui donnant la parole démocratique, et donc c'est un nationalisme patriotique, indissociable de l'universalisme républicain. Donc c'est pas un nationalisme ethnique ou impérialiste contre les autres. Voilà. L'objectif de Blanqui, de Barbès et machin, ils sont nationalistes, ils veulent défendre la France, ses principes révolutionnaires, etc. Mais c'est pas pour aller envahir le reste du monde. Même si pendant la Révolution française, on a envahi une bonne partie de l'Europe au
au prétexte des principes révolutionnaires. L'entreconstruction après la Commune, je vous l'avais dit tout à l'heure, la section française de l'AIT, elle est au bord de l'implosion entre anarchistes et socialistes. Je ne vais pas vous faire l'histoire de la Commune, on pourrait en discuter pendant des heures, mais par exemple, sachez que Louis Blanc, qui était un des socialistes de la Seconde République glorieuse, de la République sociale de 1848, lui se trouve dans le gouvernement de Versailles, à cette époque-là, parce qu'il considère que la Commune, c'est dégager de la légalité et de la légalité républicaine. Je ne reviendrai pas donc sur la Commune, le massacre de la Commune qui est évidemment affreux. Je ne reviendrai pas sur les idées sociales et les idées démocratiques, parfois beaucoup plus avancées et parfois aussi discutables, qui sont mis en œuvre ou qu'on tente de mettre en œuvre à ce moment-là, sous la Commune. Toujours est-il que en France, l'internationalisme socialiste tel qu'on pouvait le concevoir juste après la Commune, tout le monde a été dispersé, massacré ou mis en exil. Donc il ne reste plus grand-chose. Les principaux responsables communards sont déportés comme Louise Michel, où ils sont en fuite. Les frères Élie et Élisée Reclus, Jules Vallès, Gustave Courbet, qui se barrent en Suisse pour ne pas avoir à payer la réparation de la colonne Vendôme, Édouard Vaillant, dont on reparlera plus tard. Voilà. Donc, petit à petit, on va retrouver une reconstruction du socialisme français à partir du moment où les communards vont être autorisés par le gouvernement républicain de la Troisième République. Qu'est-ce qu'il raconte Faravel? Républicain de la Troisième République. Bah oui, parce que au tout début de la Troisième République, c'était les monarchistes qui étaient au pouvoir. Voilà. Et il a fallu des combats institutionnels un peu compliqués sur lesquels on reviendra dans une autre type de formation pour arriver à un vrai gouvernement républicain, une vraie pratique républicaine de la Troisième République. Donc quand le gouvernement républicain de la Troisième République va autoriser les communards à revenir, on va avoir reconstitution ou des tentatives de reconstitution d'organisations socialistes. Vous avez vu passer tout à l'heure un certain nombre de noms, mais ça ne fait pas long feu. Il y a un parti qui est créé en 79, il est dissous en 82. Voilà, ces gens ont du mal visiblement à cohabiter ensemble. Donc on se retrouve avec trois grandes tendances dans les années 1880. Le marxisme qui est rassemblé dans le Parti ouvrier français, qui est dirigé par Jules Guesde, qui est un nom qu'on va beaucoup retrouver, ancien communard libertaire converti au marxisme pendant son exil en Belgique. Jules Guesde bosse avec Paul Lafargue. Paul Lafargue a la qualité d'abord d'avoir écrit le droit à la paresse, mais d'être aussi l'époux de Laura Marx, la fille de Karl Marx. Et sur le droit à la paresse, visiblement, il s'est pas beaucoup entendu avec son beau-père. Et je pense qu'il s'est pris quelques soufflantes, en tout cas intellectuelles, de la part de Friedrich Engels. En tout cas, ce sont des gens qui, bien qu'étant intellectuels, bien qu'étant proches de la famille de Marx, n'ont pas vraiment digéré la pensée du beau-père. C'est pour ça que je parle de marxiste vulgarisé et où tout est subordonné à la prise du pouvoir par les prolétaires. On a une deuxième tendance qui se retrouve dans une autre organisation qui est la Fédération des travailleurs socialistes de France, donc plutôt la tradition coopérative et démocratique. Donc on va dire que le grand ancêtre c'est Saint-Simon, c'est Louis Blanc, c'est aussi un peu de Proudhon dans tout ça, dont les figures de proue à l'époque sont Paul Brousse, d'ailleurs cette tradition-là on l'appelle souvent les broussistes, et Jean Allemann qui est un ancien communard. Et enfin on a troisième tendance
forte de l'époque, le comité révolutionnaire central, ce sont les blanquistes, donc les héritiers d'Auguste Blanqui et d'Armand Barbès, dont les figures de proue à ce moment-là sont Édouard Vaillant et Henri Rochefort, des communards, ou encore Ernest Granger et Ernest Roche. Voilà, donc ce sont les trois tendances du socialisme français de l'époque. Le bollangisme est l'affaire parce que justement ça va être cette période où on va avoir la rupture avec le nationalisme. Pourquoi? Parce que le nationalisme en France, en cette fin de 19e siècle, va changer de nature en France. Donc on a une crise sociale assez aiguë. En fait, on a une crise économique qui va durer en réalité plusieurs décennies pendant la période de construction de la Troisième République. C'est d'ailleurs assez étonnant que la Troisième République ait réussi à résister dans cette période de construction à une situation qui pourtant est une période de développement industriel, mais où en réalité, économiquement, ça ne marche pas super bien. Voilà. Et donc, on a un anti-parlementarisme qui croît, puisque bien entendu, si ça ne va pas économiquement, on met ça sous la responsabilité du régime républicain, ces salopards qui ont renversé les régimes précédents. Et puis, il y a quand même eu 2-3 affaires politico-financières ou politico-corruptrices. Et donc, on a des mouvements qui se montent et qui vont mettre en cause la République en tant que régime. Ces mécontentements contre la République bourgeoise se fédèrent d'abord en 1889 autour du général Boulanger, et on a un peu tout le monde. Hein. On a des gens d'extrême droite, on a des gens d'extrême gauche qui se retrouvent derrière Boulanger, avec le général Boulanger qui est donc au juste milieu, c'est-à-dire à l'extrême droite aussi. Donc quand les quelques radicaux et blanquistes qui ont rejoint le général Boulanger vont se rendre compte que tout ça finit en eau de boudin, avec le général Boulanger se suicidant sur la tombe de sa maîtresse en Belgique. Ils reviennent à la... Ben, c'est ce qui s'est passé. Le mec a eu peur de se faire arrêter, alors que grosso modo, en face, les mecs avaient peur d'avoir un pronunciamento et l'armée qui vienne les arrêter. Et le mec a peur de se faire arrêter alors qu'il est à 2 doigts de faire un pronunciamento. Il s'enfuit et tout le mouvement s'écroule. Et il va se suicider sur la tombe de sa maîtresse en Belgique, c'est un fait. Et donc les mecs vont se dire merde, on est allé un peu trop loin, on a failli abattre la République à ce moment-là, ça va pas, on s'est fait avoir, on pensait qu'on pouvait se servir de Boulanger et finalement c'est les bonapartistes et les monarchistes qui ont pris le dessus. Bon, voilà. L'affaire Dreyfus, surtout, cause une grave crise importante. D'abord parce que je pense qu'on imagine mal la violence politique qui a été là aussi assez durable pendant une bonne dizaine d'années dans le pays, et surtout la différence d'interprétation dans le mouvement socialiste sur cette affaire. Il n'y a pas eu des socialistes anti-Dreyfusards, ça n'a pas existé. Il n'y a pas eu des socialistes qui ont dit non, mais les antisémites en raison, Dreyfus est un traître. Voilà. Au début de l'affaire, tout le monde considère que Dreyfus est un traître. Jean Jaurès, à la tribune de la Chambre des députés, dit que puisqu'il est un traître à la nation et qu'il a vendu des secrets militaires, bah oui, c'est comme quand on est en guerre, la peine de mort s'applique. Hein. Jean Jaurès a réclamé la peine de mort pour Dreyfus, à la tribune de la Chambre des députés. Mais ça, c'est au tout début, c'est quand personne n'a les infos. Rapidement, tout le monde, les gens commencent à savoir ce qui se passe, enfin ceux qui veulent entendre la réalité. Et donc, à gauche, les socialistes sont des Dreyfusards. Par contre, il y a des socialistes côté blanquiste et côté marxiste, donc Édouard Vaillant, Jules Guesde, on va faire vite, qui considèrent que tout ça est une querelle interne à la bourgeoisie
et qu'on va laisser les bourgeois dreyfusards et les bourgeois anti-dreyfusards et anti-républicains et antisémites et réactionnaires se taper sur la gueule, et à la fin, c'est pas notre affaire. C'est Jaurès qui va finir par convaincre Gued et pas Blanqui et Vaillant que ça met en cause quand même des principes de liberté, de droit, etc. Et que si le droit n'est pas valable pour un pauvre capitaine qui est accusé à tort, imaginez ce qui va être fait à un pauvre prolétaire qui sera accusé à tort. Donc voilà. Par contre, il y a une rupture qui se crée là, clairement, à ce moment-là, avec des gens qui soit participaient au mouvement socialiste, soit se revendiquaient socialistes, et qui ne considèrent pas que tout ça est une affaire entre bourgeois qui ne nous concerne pas, mais qui considèrent réellement que Dreyfus est un traître, ou que s'il n'est pas un traître, à partir du moment où il faut conserver l'unité nationale derrière l'armée, il faut continuer à accuser Dreyfus parce qu'on ne peut pas donner tort à l'armée. Donc, ou, pire encore, Dreyfus est un traître parce qu'il est juif. Ben, c'est pourtant logique. Voilà. Et ça, Dreyfus est un traître parce qu'il est juif, c'est des mecs comme Rochefort qui ont été des communards, qui ont été effectivement des gens socialement avancés, et qui vont basculer totalement du côté des anti-dreyfusards et des réactionnaires par antisémitisme. Maurice Barrès, qui se déclare à l'époque, qui est un très grand écrivain, qui est l'écrivain français par excellence. D'ailleurs, quand vous lisez les romans de Barrès, enfin, c'est une plume magnifique. On l'appelle à l'époque l'idole de la jeunesse. Un de ses meilleurs amis, un de ses plus grands admirateurs est à l'époque Léon Blum. Il conservera d'ailleurs toujours une affection profonde pour Maurice Barrès, mais il y a une rupture déchirante entre eux, parce que Maurice Barrès, tout de suite, participe de l'accusation de Dreyfus et assume totalement que, d'abord, c'est un juif, donc on ne sait jamais, et deux, le sujet n'est pas de savoir s'il est innocent ou coupable. Le sujet est que on ne va pas revenir en arrière, donc vous allez arrêter vos conneries à essayer de le laver de tout soupçon. C'est fini. Donc on va rompre avec ces gens-là, et bien entendu, la conclusion de cette diapo, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le conflit entre socialistes sur est-ce que le socialisme révolutionnaire doit prendre en compte les libertés formelles. On a vu que Jaurès avait convaincu Gued et Vaillant qu'il fallait le faire. Donc voilà, on s'est débarrassé de nos boulets, mais on a encore quelques difficultés pour se développer. Les obstacles qu'on a sur notre chemin. D'abord, c'est que l'idée républicaine et l'idée laïque sont ce qui construit en France, à la fin du XIXe siècle, voire même pendant tout le XIXe siècle en réalité, le clivage droite-gauche. La question sociale va arriver après, elle va se surajouter. Mais au départ, c'est pour ça que jusque encore aujourd'hui, on considère une bonne partie des radicaux comme appartenant à la gauche. Alors très rapidement, ils vont défendre, on va dire, les intérêts du capital et de la bourgeoisie, parce que le clivage droite-gauche en France, c'est l'idée républicaine et c'est la laïcité. Donc les socialistes qui disent la question sociale, la transformation du régime économique, pendant un bon moment, ça passe sous les radars du clivage structurant politique en France. L'industrialisation en France a été lente et tardive. On a une classe ouvrière qui est faible numériquement, qui est concentrée à certains endroits, et qui, même dans d'autres endroits où elle est en train de se développer, par exemple, on dit que Jaurès a été élu d'une circonscription ouvrière, la fameuse circonscription de Carmaux, mais les ouvriers de Carmaux, il y en a peut-être qui le restent toute l'année, mais la majorité, ils sont une partie de l'année à l'usine, ils sont l'autre partie de l'année au champ. Et les forteresses ouvrières qu'on va connaître dans les années 20, dans les années 30, et après la libération, ça n'existe pas en France à l'époque. Et puis surtout, on a un manque de relation avec l'internationale socialiste.
et le manque de relation avec l'international socialiste d'autant plus que l'unité socialiste va être tardive. Donc l'international socialiste leur dit écoutez les amis, vous êtes bien gentils, mais une fois que vous arrêterez de vous taper sur la gueule que vous serez mis d'accord pour vous rassembler, on va vous faire rentrer dans l'international socialiste et on vous aidera. Donc c'est pour ça que le manque de relation avec l'international socialiste est un handicap. Bon, il y a trois prises de conscience qui vont permettre le développement quand même du socialisme en France. Un, la séparation avec ce que j'appelle les socialismes nationaux, donc les Rochefort, les Barrès, les Granger, les machins, tout ça, pendant l'affaire Dreyfus. Le travail d'Aristide Briand et de Jean Jaurès qui va aboutir au vote de la loi de séparation des églises et de l'État, parce que c'est grâce à eux, et d'abord à eux, qu'on doit la loi de 1905. Si on avait laissé faire le petit père Combes, on serait encore en pleine guerre laïque contre cléricaux, et on n'aurait toujours pas la laïcité, puisque grosso modo, le projet de Combes, tout en étant anticlérical, c'était pas de séparer l'Église et l'État, c'était de subordonner l'Église à l'État, et comme ça de pouvoir taper sur la gueule régulièrement à l'Église. C'était comme ça. Émile Combes, c'était plutôt ça, son projet. Et évidemment, le projet pas des anticléricaux, parce que j'appelle pas ça de l'anticléricalisme, mais des athéistes militants de l'extrême gauche socialiste, qui eux, leur projet, c'était d'arriver à la suppression des organisations confessionnelles. C'est pas ça non plus la laïcité. Donc le travail de Jaurès et de Briand sur la laïcité, qui aboutit au vote de la loi de 1905 et qui donne aussi une légitimité aux socialistes français sur ce terrain, et donc qui vont leur permettre de dire autre chose, c'est-à-dire de dire bon, on a fait la laïcité, on a fait la loi de 1905, maintenant parlons de la question sociale. C'est la fameuse phrase qu'on attribue à Jaurès. J'ai jamais su si c'était une vraie citation ou si c'était une reconstruction postérieure, mais Jaurès, on prétend qu'il aurait dit maintenant que la République est laïque, elle peut devenir sociale, et elle restera laïque parce qu'elle sera devenue sociale. Voilà. Et puis, la rupture avec les radicaux, qui sont le parti de la Troisième République, enfin de cette fin du XIXe siècle de la Troisième République, qui va permettre aux socialistes d'arrêter de se poser la question est-ce qu'on doit être en supplétif des radicaux ou pas. À partir du moment où il y a un programme de répression des mobilisations ouvrières, alors c'est peut-être pas Georges Clemenceau tout seul qui a décidé de faire tirer sur les grèves en 1906, mais bon, rapidement on se dit bon, ok, on part à l'attaque et on défend notre propre bateau. L'unité socialiste incomplète, j'en parlais tout à l'heure avec la question de la relation insuffisante avec l'international socialiste, mais l'unité socialiste elle va être possible à partir du moment où on a un compromis entre Jules Guesde et Jean Jaurès, qui rapidement vont être les deux principales figures du socialisme français. Alors, plusieurs étapes. La création de la Confédération Générale du Travail en 1895, sous l'impulsion des blanquistes alémanistes. Donc vous voyez, il y a quand même un lien toujours entre politique et syndicalisme. Hein. On en reparlera tout à l'heure pour la charte d'Amiens. L'échec d'une première unification en 1901, c'est-à-dire que vraiment là tout le monde se met autour de la table, on essaie de faire un parti ensemble, et puis on n'y arrive pas parce que les radicaux arrivent à faire rentrer un des leaders socialistes de l'époque, Alexandre Millerand, au gouvernement, et donc tout le monde s'engueule sur le fait de savoir si Millerand peut être socialiste en étant au gouvernement. Jaurès et ses amis essaient de dire bon écoutez, on va essayer de moyenner, et puis les autres qui disent non, va te faire foutre. Donc on se retrouve avec deux partis socialistes, le Parti socialiste de France, où blanquistes et marxistes fusionnent, et le Parti socialiste français, où on a les indépendants comme Jaurès
ou Aristide Briand, et les broussistes. Donc d'un côté, une ligne révolutionnaire et anti-gouvernementale pur jus, on n'en sera jamais au gouvernement sauf si on arrive à faire la révolution, et de l'autre côté, une ligne qu'on va dire réformiste pour répondre à des aspirations révolutionnaires. Bon, on finit par arrêter les conneries. En 1904, Jaurès crée l'Humanité et met toutes les plumes socialistes qui savent à peu près écrire dans le journal. Et l'année après, il y a la fusion des deux principales organisations dans ce qu'on appelle le Parti socialiste unifié, section française de l'Internationale ouvrière. La déclaration de principe est une déclaration de principe très inspirée par les marxistes, en tout cas ceux qui considèrent qu'on doit être dans un parti de fer, discipline, machin, tout ça. Hein. C'est déclaration de principe version Gued, mais la réalité c'est que c'est Jean Jaurès qui est la figure marquante du parti. Mais comme Aristide Briand supporte pas cette conception du parti qui pèse trop sur les individualités, qui met trop en avant la discipline de groupe, il s'en va, donc c'est une perte. L'année d'après, il y a le congrès de la CGT, les anarcho-syndicalistes prennent la majorité à la CGT en 1906 au congrès d'Amiens, et c'est là qu'apparaît la fameuse charte d'Amiens qui dit il y a d'abord séparation totale entre partis et syndicats, c'est le syndicat qui va faire la révolution, et la révolution qui sera permise par la grève générale. Et c'est grosso modo le syndicat qui va construire la société nouvelle. C'est ça la charte d'Amiens au départ. Hein. On retient toujours l'indépendance des syndicats par rapport aux partis, mais la charte d'Amiens, c'est d'abord un programme anarcho-syndicaliste. Et on le verra, ça n'aura qu'un temps. Aller vers l'idéal et comprendre le réel. Donc on a des controverses vives, notamment sur la question du pouvoir. Donc on avait vu Millerand tout à l'heure, il y a Aristide Briand qui est parti, qui va rapidement se retrouver recyclé dans des partis, des gouvernements radicaux. Et vous avez René Viviani qui deviendra même président du Conseil au moment de la déclaration de guerre en 1914, qui lui aussi était un socialiste, et qui, bon, Viviani, Briand et Millerand vont se retrouver comme ça dans des gouvernements radicaux qui vont régulièrement participer à la répression contre le mouvement social. Il y a des débats forts sur la place des réformes, le rôle du syndicalisme révolutionnaire, le rôle de la grève générale dans une stratégie socialiste de conquête du pouvoir, ou d'opposition à la guerre. Jaurès finira par réussir à recycler la grève générale dans son dispositif politique et stratégique, mais après de nombreux débats. Et puis, des controverses vives sur les moyens de lutter contre les menaces de guerre. Et donc, Jaurès va imposer son ascendant, parce que c'est un esprit éclairé, lumineux, et va réussir à faire une synthèse avec, selon lui, un parti socialiste qui est capable à la fois de défendre la révolution et la réforme, qui reprend à son compte le patriotisme et l'internationalisme. Et cette synthèse, finalement, au-delà de ça, c'est plutôt pas mal parce que ça permet aussi de répondre à un électorat socialiste qui est déjà composite. Vous avez des ouvriers, mais je vous ai dit tout à l'heure que les ouvriers composent pas forcément encore la majorité de la population, des catégories populaires de l'époque. Vous avez des paysans, et vous avez des fonctionnaires et des intellectuels. Une des grosses fédérations socialistes de l'époque, c'est la fédération de la Nièvre, qui est basée sur les bûcherons. Alors vous me direz, on peut considérer les bûcherons comme des ouvriers aussi, parce qu'ils ne sont pas tous petits patrons bûcherons. Mais voilà. Voilà. Donc en 1914, le groupe socialiste compte 100 députés, c'est le deuxième groupe parlementaire derrière les radicaux. Et à partir de 1909, c'est-à-dire 3 ans après le congrès d'Amiens,
La CGT est reprise en main par les socialistes, essentiellement par les amis d'Édouard Vaillant. La CGT est reprise en main par les socialistes. Donc il va y avoir de nouveau une coopération un peu plus renforcée entre le Parti socialiste LCFIO et la CGT, même si ça a laissé des traces, hein, on va essayer de ménager la chèvre et le chou. Et puis on va se rapprocher également de la gauche du Parti radical, notamment dans la volonté de combattre la loi des 3 ans. La loi des 3 ans, c'est quoi? C'est de faire passer le service militaire à 3 ans. La droite républicaine considère à ce moment-là que les dangers de guerre s'accroissent et qu'il faut donc renforcer le service militaire. Tout le monde est conscient des dangers de guerre, effectivement. Hein. Ceux qui veulent la paix en sont conscients aussi, mais sont en rupture par rapport à cette logique-là. Face à la guerre capitaliste, pourquoi ont-ils tué Jaurès 1914 ? On se retrouve en 1914 avec René Viviani, j'en parlais tout à l'heure, ancien socialiste, président du Conseil. Il y a des radicaux, il y a de la droite, voilà, c'est un macronisme de l'époque. Donc politique antisociale, politique nationaliste, là, grosso modo, oh putain, ça se passe pas avec l'Allemagne. Ouais, super, on en rajoute 3 couches. Donc Jaurès parcourt l'Europe pour mobiliser le prolétariat, y compris en Allemagne contre la guerre. Jaurès était germaniste, il savait parler allemand, il n'était pas marxiste, mais c'était peut-être l'un des socialistes français qui connaissait mieux Marx parce qu'il l'avait lu dans le texte. Voilà, et quand il faisait des discours en Allemagne à l'invitation du SPD, il faisait ses discours en allemand devant les ouvriers allemands. Ça porte mieux quand on a des choses à faire passer. Je vous parlais tout à l'heure du rapprochement avec la gauche du Parti radical. Vous avez sans doute entendu parler de Joseph Caillaux, donc il y a une tentative à un moment de se dire est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un gouvernement radical et socialiste ou basé sur un accord entre Caillaux et Jaurès, qui serait progressiste, qui serait pacifiste. Alors pacifiste, c'est-à-dire faisant tout pour éviter que la situation internationale dégénère et conduise à la guerre. Manque de peau, ça va pas marcher parce que Madame Caillaux va va assassiner le directeur du Figaro, parce que le directeur du Figaro a lancé une campagne de presse dénonçant Madame Caillaux comme adultère. Alors, l'adultère, à l'époque, c'est juste qu'elle avait commencé à fréquenter Monsieur Caillaux avant de se marier avec lui, à peine avoir été divorcée de son président époux. Mais bon, on est dans un milieu très bourgeois à l'époque, ça se fait pas, machin. Bon, c'est tellement affreux qu'elle finit par sortir un flingue après rendez-vous avec le directeur du Figaro et par assassiner le directeur du Figaro. Donc évidemment, la carrière de son mari, là, pendant quelques années, ça va moins bien passer, et donc ça fout en l'air les projets de gouvernement Caillaux-Jaurès. Ça tombe mal, parce que ça se passe au pire moment de la situation internationale. Les nationalistes sont surexcités, les appels au meurtre contre Jaurès montent. Jaurès est assassiné au Café du Croissant à Paris le 31 juillet 1914. L'international socialiste s'effondre à partir du moment où le SPD trahit et vote les crédits de guerre. Et ça a été une vraie catastrophe intellectuelle, politique et idéologique. Je veux dire, le SPD, c'était la maison mère. On parle toujours de l'international social, mais c'était le SPD, c'était les maîtres. C'était ceux qui avaient continué à écrire dans l'école de pensée marxiste. Vous aviez Kautsky, Auguste Bebel, tous ces gens avaient tout mieux compris que tout le monde. Et là, merde, putain, ils trahissent. C'est terminé. Enfin, voilà. Tous ceux qui se voulaient plus radicaux ou plus révolutionnaires et qui finissaient toujours par se raccrocher à l'idée « Bon, mais c'est pas possible, ils peuvent pas se planter, c'est le SPD, donc je vais me calmer. » Bon, voilà, Lénine, qui avait déjà des problèmes avant, on y reviendra, le jour où le SPD trahit, c'est terminé, il dit « Bon, ben, on va tout péter, on se raccroche plus à rien. » Et la SFIO va s'engager dès le lendemain de la mort de Jaurès. Les appels à l'Union nationale sont faits par Édouard Vaillant lui-même
sur la tombe de Jaurès au moment de son enterrement. Donc la SFIO s'engage dans l'union sacrée, tout comme la CGT d'ailleurs. Vous aurez dans les ministres des gouvernements d'union sacrée d'anciens responsables de la CGT, comme Albert Thomas. Et les plus antimilitaristes deviennent les plus chauvins. Voilà. Et puis vous aurez plus tard des vrais sociaux chauvins qui vont devenir des vrais internationalistes dingos. Mais on en parlera la prochaine fois pour la deuxième session, le choix de la démocratie jusqu'au bout. Merci camarades. Très bien.